toutes et bienvenue sur Ewag Talk Show. On est là encore pour une nouvelle émission, toujours accompagnée de la ravissante Noéla. Ça va Noéla? Ça va, merci. Alors, toujours la même équipe, on ne change pas en un mois. Toujours accompagnée de Bobby. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode, voilà, simplement. Et de Samantha, la psychologue. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois. Ok, super. Alors, ce mois-ci, on a déjà fait l'introduction le mois dernier. Donc là, on va juste se laisser couler parce qu'il a été dit le mois dernier. Du coup, on va juste faire une petite suite de ce qui s'est dit et parler donc ceux qui n'ont pas suivi et qui vont prendre en chemin cet épisode. Voilà, pour bien comprendre en fait de quoi est-ce qu'on va parler. Je vous invite d'abord à regarder l'épisode du mois dernier, donc sur le viol, pour comprendre qui est Noéla, qu'est-ce que Noéla fait ici, sur le plateau de Ewag, excusez-moi, et pourquoi est-ce que Noéla nous parle aujourd'hui de la dépression. Alors, peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite, mais il faut vraiment prendre la suite logique des choses pour vraiment amener un bon message et une bonne compréhension. D'accord ? Ok, super. Alors, donc, Noéla, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es revenue sur Ewag? Nous, on sait pourquoi tu es revenue, mais les internautes, ils ne savent pas pourquoi tu es revenue. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de cette étape-là difficile que tu as traversée et voilà, simplement. Oui, bien sûr. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler de l'après-viol, si je peux appeler ça comme ça, qui est la dépression. Donc, la dépression, les gens l'ignorent pour la plupart, mais c'est une maladie. C'est une maladie pour laquelle on est suivi, on a un traitement médicamenteux, donc voilà, il y a plusieurs stades. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment atteint, on va dire, le stade extrême, si je peux dire. D'accord. Ça veut dire que, qu'après mon viol, petit à petit, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. D'accord. Mais on va dire qu'ils sont allés crescendo. Ça partait de l'automutilation, à prise de médicaments, mais c'était des tentatives mais contrôlées, dans le sens où je voulais m'infliger une douleur mais que je pouvais contrôler. C'est-à-dire que durant mon viol, j'ai souffert, j'avais mal, mais je pouvais rien contrôler. C'était hors de contrôle. Alors que lorsque par exemple je me mutile, je contrôle en fait. Je contrôle la profondeur de l'entaille, je contrôle la puissance de la douleur. C'est moi qui décide si je veux arrêter ou continuer. C'est vraiment moi qui ai la main mise sur cette douleur-là. Et c'était une façon pour moi contrairement au viol, d'avoir mal, mais de contrôler ce mal-être. Donc c'est un peu paradoxal, mais bon. C'était dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, donc ça allait crescendo dans le sens où voilà, c'était des petites mutilations, après voilà, c'était prendre des médicaments un peu plus forts, histoire d'être un peu dans un état... Second? Ouais, second, mais qui me faisait juste être un peu dans les vapes ou dormir. D'accord. Et petit à petit, c'est monté en puissance. Donc quand j'ai commencé les antidépresseurs, on m'a aussi donné des somnifères parce que j'arrivais plus du tout à fermer l'œil, j'arrivais plus à dormir, je faisais cauchemar sur cauchemar. Enfin, c'était vraiment pas possible. Et donc au début, c'était voilà, un somnifère. Ça allait. Après, j'ai commencé à prendre des somnifères parce que un ne faisait plus effet. Puis 3, puis 4. J'en suis arrivée à prendre 7 somnifères par nuit. Wow. Ouais, sachant que les somnifères que je prenais, c'était vraiment ceux qui étaient prescrits. Il fallait forcément une prescription médicale. Ils étaient déjà très fortement dosés. Donc ouais, j'étais allée jusqu'à 7 par nuit. Alors que de base, une boîte devait me durer 2 semaines. Mais au final, une boîte me durait 2 jours. Ah oui. Donc ouais, c'était devenu de la surconsommation. Enfin vraiment, on va le dire, j'étais un peu droguée en fait. Parce que quand je prenais les somnifères, je me sentais bien. Ça veut dire que j'étais dans un état second, mais où je réfléchissais pas en fait. Je réfléchissais pas, ça fait qu'il y avait rien qui m'atteignait ou qui pouvait m'atteindre. Et j'étais juste bien, jusqu'à ce que je m'endorme. D'accord. Jusqu'à ce que je m'endorme, mais ça réveillait pas des souvenirs. Enfin voilà, en fait ça me faisait penser à rien. Et je pense que c'est ça qui a fait que petit à petit, je voulais que l'effet soit plus rapide, plus immédiat. Et à force de suivre un traitement, notre corps du coup s'habitue, assimile.
Ça fait que pour certaines molécules, il y a certaines molécules qui font plus d'effet. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les somnifères pour que je puisse, que je monte jusqu'à 7. Du coup, c'était pas pour rien. Ouais. Et donc voilà, petit à petit, je suis vraiment allée crescendo dans mon autodestruction. Et ce qui a fait que vraiment, j'ai atteint un point de non-retour. Ouais, où j'ai failli, entre guillemets, atteindre le point de non-retour parce que, Dieu merci, je m'en suis sortie. C'était un soir où voilà, j'avais eu une grosse dispute et tout avec des amis. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement mal. Ça fait qu'en fait, j'étais déjà ancrée dans la dépression. Mais ce jour-là, c'était vraiment là, je voulais en finir. Je voulais plus juste m'infliger un mal que je pouvais contrôler. Là, c'était vraiment finir avec tout ça. Je voulais vraiment mourir. Je me suis dit, en fait, c'est bon. Il y a eu le contre-coup du procès, il y a eu tout et je suis toujours pas en paix avec moi-même. Enfin, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de ressentir cette souffrance, ce dégoût, Je veux plus, je voulais juste ne plus souffrir, en fait, ne plus rien ressentir. Et je suis rentrée chez moi parce que ça faisait, du coup, je crois, 2 ans déjà que j'habitais seule. D'accord. Et donc, je suis rentrée, j'étais vraiment mal. Je pleurais. Et ce jour-là, j'ai pris tous les médicaments qu'il y avait chez moi. Mais vraiment tout, j'ai fait un mélange de tout. Wow. Il me restait des somnifères, je les ai pris aussi. Je me suis tailladée, mais vraiment au point de saigner, de me laisser saigner. Et j'avais bu de la javel ce jour-là, ce soir-là. Attends, tu as bu de la javel? Ouais. Ah. Donc en fait, ta dépression était tellement profonde que tu en es arrivé au point où tu voulais clairement mettre fin à tes jours, c'est ça? Ouais, alors vraiment, je voulais mourir. En fait, j'avais tellement mal, j'en avais tellement assez de souffrir que là, vraiment, je voulais mourir, en fait. Mais est-ce que tu avais déjà vu un médecin, par exemple, ou un psychologue ou un psychiatre pour parler justement de ce... Comme je te disais au début, que la dépression, c'est une maladie. Est-ce que tu avais déjà vu un spécialiste, justement, qui pouvait te donner des médicaments ou une solution pour sortir de la dépression avant de tenter ou de plutôt t'aventurer dans cette phase-là, En fait, la seule personne que je voyais vraiment qui me suivait, c'est mon médecin traitant. Parce que voilà, ça fait des années qu'elle me suit, elle me connaît, j'ai confiance en elle. Ça fait que c'est vraiment elle qui m'a donné le traitement antidépresseur, les somnifères. C'est vraiment elle qui me suit depuis des années. Et c'est vraiment la seule en qui vraiment j'avais confiance, j'arrivais à parler. Ça veut dire que je pouvais aller dans son bureau juste pour la voir en rendez-vous et juste je pleurais en fait. Ça veut dire que en soi, c'était pas son rôle, elle est généraliste, mais elle faisait un peu de la thérapie. Enfin, elle me servait de thérapeute parce que voilà, j'arrivais à extérioriser avec elle. Et elle a plusieurs fait, c'est de me mettre en contact avec des psys, des psychiatres. Et en fait, j'arrivais pas à sauter le pas. J'arrivais pas, j'avais ce blocage-là de me dire je vais arriver devant un inconnu, je vais devoir raconter ce qui m'est arrivé, le pourquoi, du comment j'en suis arrivée à la dépression, etc. Et j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête et surtout, j'en avais pas envie. Et au début, ma maman, elle a eu du mal à accepter la dépression. Parce qu'encore une fois, les clichés qu'ont les Africains sur ça, c'est des maladies blancs, ou c'est pas une maladie, c'est bon, reprends-toi. C'est ça, c'est dans ta tête. C'est ça, c'est dans ta tête. Tu fais comme les blancs. C'est ça, exactement. Et mais entre guillemets, la chance que j'ai eue, c'est que mon médecin a réussi vraiment à faire comprendre à ma maman, sachant qu'elle est dans le corps médical, qu'en fait, non, la dépression, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est épargné, que c'est une maladie. Ça se soigne, certes, mais c'est comme tout, c'est une maladie qui peut revenir, en fait. C'est une maladie qui peut revenir et il fallait que ma maman elle accepte ça. Et vraiment, à partir du moment où ma mère a accepté ça, ça a été plus facile, entre guillemets, d'être suivie, de prendre mes médicaments et tout, parce que j'avais pas à le faire dans son dos. Malgré le fait que j'habite seule et tout, voilà, ma maman, c'est quelqu'un de quand même très protectrice, du coup, par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et là, au moins, je pouvais en parler. Ça veut dire que moi, de base, je suis quelqu'un de très... J'aime bien être dans ma bulle. J'aime bien m'isoler. Et le fait d'avoir mon chez-moi, moi, ça m'allait très bien parce que je suis quelqu'un de très casanière. Mais avoir son chez-soi et être dépressive, c'est pas vraiment la meilleure chose. Donc, ça fait qu'il y avait des moments où moi, j'avais besoin de me couper de tout le monde, de tout et de tout le monde. Et ça, ma mère le comprenait pas. Et petit à petit, voilà, elle le comprenait, mais elle l'acceptait pas forcément. Mais elle me laissait quand même de l'espace sans trop m'en laisser parce que voilà, elle avait quand même peur que
je dépasse les bornes. C'est ça. Et donc voilà, de fil en aiguille, le jour où j'ai fait cette grosse tentative, j'ai été admise aux urgences d'Henri Mondor. Honnêtement, tout est flou dans ma tête. Je me rappelle juste m'être réveillée et avoir vu ma mère auprès de moi, qui m'a dit que tout allait bien se passer, que ça allait aller et tout. Et qui est-ce qui t'a retrouvé Oui, dans ta maison. C'était un ami. J'étais avec un ami à moi. D'accord. On était chez moi, en fait, je m'étais enfermée dans la salle de bain et j'étais vraiment mal ce jour-là. Je me rappelle, j'avais envoyé un message à ma mère, je lui avais dit maman, je t'aime très fort, je suis vraiment désolée. Voilà. En fait, t'avais planifié, pas planifié, mais tu étais en train d'envoyer ton dernier message. Ouais, donc en gros, pas planifier, mais en soi de mettre en scène en soi ton... En fait, à partir du moment où j'ai commencé à prendre les médicaments et tout, juste avant de prendre la Javel, j'avais envoyé un message à tout le monde et j'avais dit qu'en gros, voilà, c'est fini. Et pour moi, je me suis dit, là, ça y est, c'est fini. Et ça s'est passé combien de temps après le viol C'était au mois de mars. C'était un mois après le procès. Après le procès. Donc en 2017, du coup. Ouais, c'est ça. Non, là, c'était vraiment le contre-coup du procès. Donc en fait, du coup, je pense que aussi le fait que le procès n'ait pas été comme elle espérait, le contre-coup. Ça a entraîné justement de se dire que, en fait, peut-être que, je pense, que si la personne aurait pris la peine maximale demandée par la juge de base qui était de 20 ans, s'il aurait pris les 20 ans comme demandé, peut-être que tu t'es senti mieux. Mais comme là, il a pris que 6 ans pour 2 viols, alors que, c'est quand même un crime, là, peut-être qu'elle s'est dit, tu t'es dit plutôt, en gros, je ne suis pas considérée, ma vie importe peu, je ne suis pas, en fait, appréciée, mais estimée plutôt, voilà, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Ma valeur n'est pas reconnue, en fait. Moi, que ça soit par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, en fait, je me sentais plus à ma place. Je me sentais plus à ma place, je me sentais plus utile, je voyais plus ce que je pouvais leur apporter, en fait. Parce que j'étais en dépression, j'étais mal. Je me dis, j'ai pas envie de continuer à leur infliger ça, donc pour éviter ça, autant que j'arrête tout. Et donc de là, je me suis réveillée, j'étais en salle de réveil, je crois, je sais même plus, j'étais encore dans le brouillard. Et une fois que je me suis réveillée, j'ai repris mes esprits. Je suis allée voir le psychiatre de l'hôpital, des urgences. Donc, je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé et un peu, mon suivi, les médicaments que j'avais eu et tout. Il avait dit que par rapport aux somnifères, il fallait vraiment que j'arrête, que c'était vraiment pas bien, ouais. Surtout à mon âge, parce que du coup, à l'époque, j'avais 23, 2007. Non, pardon. 22. 2017, c'est 22, ouais. Ouais, j'avais 22. Et il a dit c'était vraiment pas bon, que je me faisais du mal, etc. Et avec mon médecin, on avait déjà parlé du fait que j'aille en maison de santé. Ma mère avait été contre, parce que pour elle, c'était comme un hôpital psychiatrique, etc. Il n'y avait pas vraiment de différence, alors qu'il y a quand même une différence. On va dire que c'est en dessous de l'hôpital psychiatrique. C'est pas un hôpital psychiatrique, mais voilà. C'est une maison de repos, une maison de santé. Donc il y a tous les soins, mais voilà. Ça reste quand même un endroit reposant. Alors que l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment hôpital. Des fois, les gens ont du mal à dissocier, à voir les différences. Ils disent, quand je dis maison de santé, ils disent en gros, tu es en HP. Non, c'est pas un HP. Il y a l'hôpital psychiatrique et il y a la maison de santé. Certes, c'est un cran en dessous. Mais voilà. C'est la même chose, quoi, en fait. Exactement, parce qu'en maison de santé, il peut y avoir des gens qui sont là pour burn-out. Alors que l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment un certain degré. Psychiatrique. C'est ça. Clairement, oui. Et après, je pense que ça, je vais aussi la renvoyer à... Oui, peut-être que je suis une mauvaise mère. C'est ça. Je n'ai pas la culpabilité. Elle a dû douter aussi de toi. Exactement. Ouais. Et donc, mon médecin a vraiment pris le temps de lui expliquer. Ce qui fait que quand j'ai vu le psychiatre des urgences, on a reparlé de ça et moi, je lui ai dit que oui, je veux. Parce que moi, je lui ai dit clairement, là, si vous me laissez comme ça, j'ai dit, je vais recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Waouh. Donc, de là, vu que j'habite seule, il m'a dit qu'il fallait que je dorme chez ma mère et que je revenais, de revenir le lendemain matin. Il m'a donné un comprimé, vraiment un tout petit comprimé, genre qui ressemble à une pilule. Il m'a dit de le prendre dès que j'arrive du coup chez ma mère.
J'ai pris ce comprimé. Ma mère, elle m'a dit, est-ce que t'as faim? J'ai dit non, je vais faire une sieste. Je vais venir manger après. J'ai pris le comprimé, je me suis réveillée le lendemain à 9h du matin. Waouh. C'était quelle heure, du coup, Oui. quand tu l'as pris? 17h, par là. D'accord. Ah ouais. Ah là, j'ai tapé un... Ah ouais. oui. Je sais pas c'était quel médicament, mais waouh. Je crois que j'avais jamais aussi bien dormi depuis ces 7 dernières années. Ah oui. Même en prenant les somnifères. Ok. Donc on est reparti donc à Mont d'Or. Il y a une ambulance qui est venue me chercher, etc. Et de là-bas, j'ai été transférée donc à la maison de santé de Nogent-le-Péreux. Et je suis arrivée donc en post-urgence. C'est un service dédié donc directement des personnes qui arrivent des urgences pour tentative de suicide ou autre. Wow. Et on est dans une chambre seule. Et quand je suis arrivée, donc ma mère elle a fait un peu le tour. On a vu mon psychiatre qui du coup était le chef de la maison de repos, qui a expliqué un peu comment ça allait se passer, le processus, bref, tout. Il nous a fait faire le tour. Donc voilà, il y avait une piscine, il y avait un jardin. Il m'a parlé des activités. Ouais. Vraiment, c'était en soi, le lieu, il était vraiment apaisant. Mais c'est vrai que je réalisais pas encore. Moi, j'étais toujours dans le mal. Ma mère essayait d'avoir des réponses. Moi, je voulais pas en donner. Enfin, je voulais pas discuter. Moi, je voulais juste me renfermer sur moi-même. Et on va dire les 2 premiers jours, ils m'ont laissé. Donc, que je reste dans le noir. J'avais pas spécialement faim. Je restais dans ma chambre. Le psychiatre passait me voir le matin. Il me disait, bon, ça va aller, il faut se forcer. 2e jour, bon. 3e jour, hop, il a ouvert les volets. Il a dit, bon, là, ça y est. Tu dois sortir. C'est ça. Il faut que vous fassiez quelque chose. Vous pouvez pas vous laisser abattre comme ça. Et puis, il m'a dit clairement, dites-moi ce que vous avez en tête. Qu'est-ce que vous pensez? Et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment tout dit. Où j'ai vraiment tout dit. Où j'ai dit... Sans tabou, sans... C'est ça. Malgré que ce soit un homme, malgré que, voilà. Je sais pas, mais il a eu cette facilité à me mettre en confiance. Et ça m'a étonnée moi-même, parce que plusieurs petits que j'ai vus, c'était des femmes. Et franchement, j'étais muette comme une tombe. Alors que là, non, c'est... De fil en aiguille, en fait, j'ai parlé. Je lui dis, voilà, je me sens mal, je me sens sale. J'arrive pas à respecter mon corps, à me respecter moi-même. J'ai plus confiance en moi. Je lui ai vraiment tout dit. Et de là, je lui ai dit, à un moment, je me rappelle, je lui ai dit, ouais, je crois que je suis folle. Et il m'a dit quelque chose qui reste du coup dans ma tête. Il a dit, quelqu'un de fou ne peut pas dire qu'il est fou. Oui. Donc, à partir du moment où vous pensez que vous êtes folle, je vous rassure, vous ne l'êtes pas. Et ça m'avait fait sourire parce que voilà. Et donc du coup, on va dire déjà, bon, j'étais rassurée sur un point, c'est que j'étais pas folle. Déjà, voilà, c'était déjà ça. C'était déjà ça de prix. Et pareil par rapport au comportement et autres, et c'est là en fait vraiment qu'il m'a expliqué que tout simplement, lorsqu'on est victime de viol, il y a 2 réactions qui sont à l'exact opposé. Donc c'est soit la victime va se renfermer et ne voudra plus aucun contact avec le sexe opposé, ou soit à l'inverse. Elle va vraiment se donner. C'est ça. Se donner parce qu'en fait, voilà, elle va dire que son corps, il a déjà été souillé. Donc en fait, 1 + 1 de moins, qu'est-ce que ça va changer? Bien sûr. Et c'est exactement cet état d'esprit dans lequel j'étais. Mais en fait, moi, je m'en voulais d'avoir réagi de cette façon-là. Je me dis, mais pourquoi en fait j'ai pas pu avoir le 2e mécanisme de défense? Pourquoi il a fallu que j'ai celui-là? Et il m'a expliqué que c'est propre à chaque personne. Que ça veut rien dire. C'est le cerveau, comment il... Toi, du coup, le tien, c'était pas le « je me ferme totalement ». C'est ça. Non, moi, c'était je m'ouvre. Okay. Ouais, c'est ça. Et je m'en voulais, en fait, d'avoir eu ce mécanisme-là. Parce que je comprenais pas pourquoi, en fait. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu l'autre mécanisme de défense? Bien sûr. Ça m'aurait évité les t'es une pute, c'est une fille facile, les ceci, les cela. Mais non, je sais pas. Et il m'a dit qu'il fallait pas que je me blâme, que je m'en veuille. Et que voilà, c'était un mécanisme de défense normal pour quelqu'un qui a été victime de viol. Sauf que ça, il le sait, il me l'a expliqué. Mais toutes les personnes qui s'amusent à me traiter de pute ne comprennent pas forcément. Exactement. Et c'est vraiment petit à petit, au fil du temps, parce que je suis restée hospitalisée 5 semaines. Ah, quand même. Ouais. Wow. Que j'ai accepté, en fait, mon statut de victime.
Parce qu'avant ça, j'arrivais pas à dire j'étais une victime, je culpabilisais. Que ça soit pour moi, que ce soit pour mon ami. Parce que je me dis, je serais partie, elle aurait pas subi ça. On l'aurait subi, mais à deux. Enfin. Et il m'a dit, il faut que j'arrête. Il dit, il faut que j'arrête de me blâmer, il faut que j'arrête de culpabiliser. Il faut que j'accepte, en fait. Il faut que j'accepte que dans cette histoire, j'ai été victime. Au même titre qu'elle. Et que le fait que je sois restée au parti, ça n'aurait rien changé. Et qu'il faut que j'arrête, voilà, de me faire du mal. Et petit à petit, vraiment, j'ai appris à relativiser, j'ai appris à m'approprier et à assumer ce statut de victime-là. J'ai participé à des groupes de parole. Donc j'avais un suivi psychiatrique et psychologique. Il y avait, il fallait faire du sport, enfin voilà, il y avait vraiment plein d'activités qu'on devait faire pour ne pas rester enfermé dans notre chambre, à déprimer. Et c'est vraiment là-bas, du coup, que j'ai repris l'écriture et que j'ai pu reprendre mon livre. Parce que la période où j'étais en dépression, j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à rien faire. Pareil, c'est en étant hospitalisée là-bas que j'ai vraiment retrouvé la foi. Ma maman m'a ramené une Bible. Petit à petit, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à avoir la foi. Et en fait, ce que ma mère pensait être un endroit néfaste, s'est révélé être un endroit où j'ai vraiment pu... Ta bénédiction, en fait. C'est ça, où j'ai vraiment pu avoir les réponses à mes questions, où j'ai vraiment pu être en accord avec moi-même, où j'ai pu retrouver petit à petit une confiance en moi, une estime de moi. Ça, c'est important. Parce qu'on la perd, ça, généralement. Après un truc comme ça, on a tendance à s'auto-juger avec tellement de sévérité. Enfin, on se met très sévèrement plutôt, merci. Et je pense que l'estime de soi, après un moment comme ça, c'est... Ça descend. Ça descend et c'est dur parfois de le remonter. Je pense la pente. Et si je te suis bien, c'est en fait du moment où tu t'es approprié ton histoire, c'est là que la restauration a commencé, si je suis bien ton histoire. En fait, vraiment, à partir du moment où j'ai pu assumer que j'étais une victime. Et que tout ce que j'ai fait après mon viol, entre guillemets, était justifié par le traumatisme. Et que j'étais pas folle ou une pute, comme disaient certains. Et voilà, en fait, j'ai pu vraiment me reconcentrer sur moi-même. C'est ça. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais les mots les mots qu'ils peuvent avoir, bien sûr. Ça fait mal. Surtout quand c'est son entourage qui a des mots comme ça fait très très mal. Et à 15, 16, 17, 18 ans, on n'est pas assez fort psychologiquement pour encaisser ce genre de choses. Et au final, ça nous entraîne dans des situations comme ça, dans de l'autodestruction, dans de la mise en danger, dans un processus vraiment qui est... Très destructeur. Et je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est important de pouvoir s'approprier son histoire parce que du coup, si on se l'approprie pas, en fait, on l'enfuit et on a l'impression qu'on est passé à autre chose, mais en fait, on n'est pas passé à autre chose. En fait, les blessures sont encore là. Et quand on va, quand il y a des circonstances qui vont réunir l'événement qu'on a pu vivre, quand il y a des éléments qui vont nous rappeler cet événement-là, en fait, ça va ressortir en nous, la mémoire, de ce qu'on appelle la mémoire traumatique, en fait. Donc, ça va ressortir en nous des sensations, etc. Mais du moment où on apprend vraiment à travailler sur l'élaboration de notre histoire, sur l'événement, en fait, qui a eu lieu, en fait, c'est là, à ce moment-là, que commence vraiment la restauration, en fait. Faut pas en fuir, et je pense que c'est important, vraiment, de dire à toutes ces personnes qui ont été victimes de viol, de vraiment travailler sur cette élaboration, en fait, de son histoire, de ne pas l'enfuir, en fait, parce que justement, ça va faire que aggraver la situation, en fait. Vraiment important d'insister sur ça. C'est frappant de voir tout le temps que ça t'a pris. Je crois que c'est presque plus que un tiers de ta vie, quand même, parce que ça a commencé à 13 ans, ça s'est arrêté à... 15 ans. En fait, ça a vraiment... On va dire, j'ai vraiment mieux depuis 1 an et demi. Mais c'est quand même beaucoup. Donc 13 ans. Après, elle a 25. À 20 ans, il y a eu le procès. À 20 ans. Donc 7 ans après, c'est ça, si je me souviens bien.
Après, il y a eu le temps de dépression qui a duré. 22 ans, c'était en 2017. J'avais 15 ans en 2017 le procès. Ouais, d'accord, 22 ans. C'est trop. Et avec de l'aide en plus, tu as eu de l'aide. Donc j'imagine les personnes qui ne vont pas chercher de l'aide. C'est ça. Dans quel état mais du coup, 7 ans après quand même. Ouais. Mais là, qui n'ont pas du tout d'aide en fait. C'est ça. Et je me dis en fait que c'est tellement un sujet sensible aussi à la fois. Les gens, parfois, ne sont pas crus. Là, comme tu disais le mois dernier, c'est que le policier que tu étais allé voir en premier pour déposer plainte, oui, voilà, ne te croyait pas forcément. Il te demandait est-ce que, voilà, en gros, tu vas faire, je crois, mettre un innocent en prison, voilà, si je me souviens bien. Oui, c'était ça. Mais il y en a beaucoup comme ça. Bon, je regarde trop de films aussi, hein, mais dans les films, comme Esprit criminel, par exemple, il y en a parfois, on leur dit, mais est-ce que tu es sûre que ça s'est vraiment passé? Et du coup, la fille, de un, elle est déjà traumatisée d'avoir été violée. Ouais. De deux, on met devant elle une barrière de questions, d'interrogations. Limite, on la fait passer pour la menteuse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire non, en fait, non, finalement, non, je mens. Et du coup, elle va se renfermer sur elle-même. Donc, je bénis Dieu parce que toi, même si ça a pris du temps, Dieu savait pourquoi ça prenait du temps. Il écrivait seulement ton histoire. Au jour d'aujourd'hui, tu es là, tu nous partages ta merveilleuse histoire. Ça bénira d'autres personnes. Mais il y en a qui sont encore là dedans, mais qui n'ont pas d'aide, qui gardent en eux. Et parfois, en fait, comme tu disais, les deux extrêmes, l'extrême de « oh, je me livre » et l'extrême de « oh, je me ferme ». Il y a beaucoup de filles au jour d'aujourd'hui qu'on peut juger. Elle dit, mais elle est trop légère et tout. Elle a trop des garçons. Chaque mois, elle change de gars. Chaque mois, elle est avec un gars. Parfois, on est trop prompte au jugement. C'est ça. Trop facile. On n'a pas le vécu de la personne. On ne sait pas pourquoi est-ce que cette personne-là, ou même ce garçon, parfois, c'est pas que les filles qui sont violées. Exactement. C'est aussi les garçons. Pourquoi ce garçon-là, pourquoi cette fille-là est devenue aussi légère, aussi ouverte, open bar, comme on dit souvent. Peut-être parce que derrière, il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose a été... Quelque chose qu'elle a perdu. Enfin, c'est vraiment la désorganisation de la structure sexuelle, quoi, en fait. Parce que du coup, il y a eu une perte, tu as perdu quelque chose et de force, quoi. Et ça dérègle vraiment ta vision des relations, quoi. Mais je pense aux petites filles, je crois que c'était l'année dernière, vers le mois de, je sais plus trop, vers septembre, octobre l'année dernière, il y avait un phénomène, un vent qui frappait en Afrique. C'était des petites filles qui étaient violées. Oui, dans les écoles. Voilà. Et pour moi, un jour, j'ai regardé une photo d'une d'elles qui est encore en vie, je pense, je l'espère. Je me dis, mais quand elle sera grande, mais le traumatisme qu'elle va avoir, elle va s'en dans une dépression et elle va se dire qu'elle est sale. Donc, c'est ça. Déjà sale, elle a grandi sale. Donc en soi, qu'elle se salisse maintenant un peu ou plus, rien ne va changer. Donc franchement, c'est quelque chose qui est fort. Et vraiment, je te remercie d'avoir partagé ton histoire pendant 2 mois avec nous. C'était vraiment très, très émouvant. Moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, wow, franchement, je pleure pas parce qu'il y a la télé, tu vois. Non, mais vraiment, c'est quelque chose de très fort. Et les gens, généralement, ne prennent pas le temps d'en parler. Parce que, bon, le jugement des autres, la vision qu'on va avoir de moi, l'église va me regarder comment. Même aussi les hommes de Dieu, parfois. Là, on parle de la dépression, mais il y a, comme disait Bobby, il y a plein de pasteurs, plein de personnes, en fait, serviteurs, chantres, tout ça, qui sont dans des profondes dépressions. Mais pourquoi il faut vraiment que vous puissiez en parler? C'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être, qui vont nous regarder en mode pourquoi est-ce qu'elle parle de ça? Non, on est en Christ. Jésus, oui, Jésus nous a lavé, nous a restaurés, d'accord, mais les blessures de l'âme restent. Exactement. Il faut les guérir avec le temps. Il faut déjà... En fait, la première chose qu'il faut d'abord faire pour aller vers une guérison des blessures de l'âme, c'est d'abord reconnaître qu'on est blessé. Exactement. Si tu es dans un déni, en fait, tu vas fuir simplement, comme disait Samantha, tu vas en fait enfuir quelque chose. Mais à un moment donné, il y aura une émotion qui va surgir. Et ça va être juste extrêmement mauvais. Violent. Donc vraiment, essayez d'en parler. Vraiment, prenez conscience que, OK, là, je vais mal. Outre le fait qu'il faut prier. Il faut prier. Ça c'est la part de Dieu. Il faut prier. Mais la part de l'homme aussi, c'est de parler. Il faut libérer. Il faut libérer ce qu'il y a en toi. Tu trouves des personnes de confiance à qui tu peux te confier. Ça peut être un grand... Généralement, c'est mieux des personnes qui ne sont pas de ta famille.
qui ont un autre regard de toi, qui vont pas te dire « Ah, mais toi aussi, tu vois, avec l'accent africain, tu vois, je pense que tu as eu ça parce que tu étais trop légère à un moment donné. » En fait, généralement, les personnes de la famille ont souvent tendance à avoir le jugement trop facile. Mais vraiment trop facile. Vu qu'ils t'ont vu grandir, pour eux, voilà, c'est trop facile. Donc, vraiment trouver une personne avec qui, de confiance, qui n'est pas forcément de ta famille, un psychologue, un psychothérapeute, une amie, ou voilà, tout simplement. Après, je voudrais juste rajouter, c'est que des fois, c'est que dans certaines familles, le viol peut être un rite de passage, en fait, c'est une normalité, quoi. Et donc, du coup, ils ne prennent pas conscience de la gravité de l'acte. Mais je voudrais vraiment, voilà, sensibiliser ces personnes-là, ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal de se faire violer. C'est un crime. Donc, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en. Par un inconnu, parce qu'on entend aussi beaucoup de personnes qui se font violer par un membre de la famille. Oui, il y a beaucoup de violences. Les cousins, les oncles et tout ça. Exactement. J'en ai vu croiser des filles qui se sont fait violer par leur propre grand frère. Exactement. Moi, je reçois des témoignages de jeunes filles où leur beau-père, un oncle, voilà. Et quand elles l'ont dit à... quand elles le disent à leur mère, non, c'était une menteuse, c'est pas possible. Je te crois pas. Enfin, franchement, des fois, je reçois des témoignages, j'en ai les larmes aux yeux, tellement en fait, ça me fait mal de me dire que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, mais que l'être humain peut être aussi mauvais, en fait. C'est ça. Parce que Dieu, il est pas comme ça. Et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal parce que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux dans lequel l'humanité ne sortira jamais. Et pareil, les gens qui sont propres au jugement, comme tu as dit, pour moi, je me dis, en fait, vous pouvez pas vous mettre en avant en disant oui, moi, je suis un enfant de Dieu, moi, j'ai la foi et tout, alors que vous avez le jugement facile. Il y a bien marqué que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. On pêche tous, que ce soit avant, maintenant, après. Bien sûr. Ça veut dire qu'à partir du moment où personne n'est saint, là, ici-bas, personne n'est saint. Donc, qui es-tu pour juger l'autre? Il y a quelque chose qui dit prends mes chaussures, mets mes chaussures, marche dans mes pas, affronte ce que j'ai affronté, traverse ce que j'ai traversé, et là seulement tu pourras me juger. Donc voilà. Et surtout que les mentalités puissent changer, que le regard de la société, parce que c'est ça aussi qui influe beaucoup, les mentalités de nos jours, surtout la jeunesse de nos jours. Donc il faudrait aussi que la société se sente un peu plus concernée par ce genre de problématiques, que ça soit la dépression, le viol, parce qu'au final, ils sont interconnectés. C'est l'un engendre l'autre, etc. Bien sûr, et moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que, Dieu merci, on m'a rattrapée vraiment avant que je franchisse la ligne. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là de faire une tentative et de survivre. Non. Elles font un one-shot et c'est fini. Donc vraiment aussi, et c'est en étant aussi hospitalisée que j'ai vraiment vu la douleur que ça infligeait à ma famille, à mes frères et sœurs, à mes cousins, mes cousines, mes amis. Je me suis dit non, en fait, mais là, t'es égoïste. Tu peux pas continuer à leur infliger toute cette souffrance. Tu peux pas. Ils ont besoin de toi, ils t'aiment. Et c'est vraiment tout ça qui a fait que petit à petit, j'ai repris confiance en moi. Mais comme je dis aux filles qui viennent me voir, si vous voulez me prendre comme exemple, vous pouvez. Mais ne me prenez pas comme exemple en vous disant Noëlla, c'est une femme forte et elle peut tout surmonter. Prenez-moi comme exemple en gardant à l'esprit que je reste un être humain. J'ai mes faiblesses et que par moments, moi aussi, mon histoire, j'y repense quand je suis chez moi et je peux fondre en larmes. C'est juste que par rapport à avant, j'arrive à me contrôler. Ça veut dire que quand je vais parler à quelqu'un, je vais pas pleurer comme avant. Je vais pleurer, mais quand je serai chez moi. Mais comme l'a dit tout à l'heure Samantha, avant, c'était une boîte dans laquelle j'avais tout mis et que j'avais jeté dans un fond de mon esprit, mais qui revenait sans que je le veuille. Alors que, à l'heure actuelle, cette boîte est toujours présente. C'est juste que là, je la mets en avant, mais c'est moi qui décide à quel moment l'ouvrir, à quel moment la fermer. Il n'y a plus cet effet de surprise où, boum, elle débarque et elle met dans un mal. Là, quand elle met dans le mal, c'est que j'ai laissé redescendre la pression et que j'ai laissé cette boîte s'ouvrir pour que mes émotions redescendent. Mais sinon, le reste du temps, elle est fermée.
Ouais. Et la clé, je sais en faire bon usage. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux filles. Que le traumatisme va rester là, mais il faut que vous vous appropriez, c'est votre histoire. Le viol, ça vous définit pas, mais c'est une partie de votre identité. Moi, quand un garçon vient me parler ou quoi, je suis transparente avec lui sur ce que j'ai subi. Parce qu'au final, voilà, j'écris un livre, etc. Ça veut dire que mon histoire, petit à petit, elle devient publique, les gens en parlent. Bien sûr, voilà. Et je préfère que ça sorte de ma bouche plutôt qu'ils apprennent d'un tel ou un tel et que la personne, elle change un peu l'histoire, etc. Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé, ça fait partie de mon histoire et je suis fière. Parce que comme j'ai dit, j'aurais pas traversé cette épreuve-là, je serais pas celle que je suis actuellement. J'aurais pas cette force d'esprit, j'aurais pas cette combativité, j'aurais pas cette relativité, j'aurais pas acquis tout ce que j'ai, ouais, c'est ça. Sûr. Donc, comme je dis aux filles à chaque fois, et comme, là, je peux vous le dire, les filles. Les garçons aussi. Appropriez-vous votre histoire, appropriez-vous votre traumatisme. C'est pas une honte. Ouais. J'ai été violée, c'est pas une honte. On a été salis, mais regardez, on peut redevenir propre, on peut se reconstruire, on peut se respecter de nouveau. Et quand on vous dit, oui, le corps d'une femme est un temple, c'est sacré, c'est pas parce qu'on a été souillé qu'on peut pas redevenir sacré. Ouais. Il faut juste reprendre confiance en vous, vous estimer de nouveau et sachez-le, on est toutes belles, on est toutes intelligentes, on a toutes nos qualités. Ouais. C'est à nous de savoir ce dont on est capable et de le mettre en avant. Ça veut dire aujourd'hui, personne ne peut venir en face de moi et me dire « Ah Noéla, t'es bête ou t'es ceci, t'es cela ». Non. Pourquoi? Parce que là, j'ai confiance en moi. Ça veut dire moi-même, je peux dire le matin, je vais me réveiller, je vais me regarder dans le miroir et je vais dire « Mais je suis belle aujourd'hui. Hein. » Ou même quand je vais être un peu bof, je vais me dire « Même en étant bof, je suis belle. » Parce que voilà, c'est ça. Ouais, et il faut que tout le monde pense comme ça, en fait. C'est magnifique ce que tu dis venant d'une personne comme toi qui a d'une personne belle, tu veux dire. Bien sûr, une personne magnifique, belle comme toi, qui aujourd'hui, après avoir traversé tout ça, est capable de te tenir devant une caméra et de dire ça à des milliers de personnes aussi, qui vont te voir. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est là aussi qu'on voit que lorsqu'on a vécu des choses comme ça, quelque part, on a aussi le choix, soit de se relever, soit de rester à terre. Ou soit de rester à terre et peut-être même de détruire la vie d'autres personnes. Elle a choisi de se relever à un moment donné, elle a décidé de se relever et d'affirmer son identité. Et pour ça, il faut juste être admiratif. Waouh, je crois que le temps file. Alors, on va marquer une petite page de pub, histoire de se reposer un petit peu et on revient dans quelques minutes. QDVB, que Dieu vous bénisse, est une marque de sportswear qui vend essentiellement des sweatshirts et des t-shirts. Ils sont disponibles sur Instagram, Facebook et sur Internet. Nous sommes de retour dans notre émission Ework Talk Show, donc avec la ravissante Noéla. En tout cas, Noéla, merci beaucoup pour ta présence au milieu de nous. Merci, merci à vous de m'avoir reçu 2 mois d'affilée. Vous en avez du mental. Hein. Non, merci à toi. Merci beaucoup parce que merci parce que déjà je vois qu'il y a des personnes que ça intéresse. Donc merci de me donner cette opportunité-là de partager mon histoire et en charmante compagnie en plus de ça. Donc ça ne gâche rien. Merci. En tout cas, merci à toi, Noéla, vraiment d'avoir accepté de venir et de revenir. Vraiment, c'est vraiment facile. Mais bon, pas grave. Vous avez mangé merci à toi. Tout mon temps. Non, c'est Bobby, oui. À toi maintenant. 1 minute. Minute mode. Ouais, 1. 1:30. Tu vois 1:20, 1:10. Oh, une. Voilà, merci Bobby. Minute. Okay. Minute. Alors, c'est la minute mode, la minute du style, de la classe et de l'élégance. Pour ce mois-ci, nous avons sélectionné un look que je trouve très très élégant. Cette demoiselle que vous voyez sur votre écran avec une veste en jean. J'aime beaucoup les poches, ce détail de poche qui donne du volume à la veste, avec ce joli pantalon blanc, pantalon droit, avec la surpiqûre nervure qui donne vraiment un joli tombé au pantalon. Alors, les dames, retenez bien ceci, la beauté c'est pour le visage. Quand on parle d'être sexy, c'est le corps, mais l'élégance c'est lié à la couleur, à la matière et à l'assemblage de tout ce qui tourne autour. Soyez élégante.
En tout cas, Tout ça. Hein. tout ça. Oh là là. Claire, Mais il a fait une minute. Ah, grave. Là, c'est vraiment. Il a concisé ça. c'est ça. 1 minute. En tout J'ai cas, respecté. j'aime beaucoup le. Ça me ressemble beaucoup le style là. Je trouve aussi, ouais. Ouais, c'est. Tu vas bien dedans. Oui, en plus, j'ai une veste Faire comme ça en plaisir, plus. Hein. J'ai une veste exactement la Mais même veste. quel faillot. Ah, tu vois Vraiment. C'est vraiment. Heureusement que je suis gentille. C'est la faillot. En tout cas, vraiment, nous sommes à la fin de notre émission Ewock Talk Show. Merci à toute l'équipe. Voilà, merci à Plaisir. Samantha. Avec plaisir. On se retrouve pour la dernière émission avec toi Ouais. le mois prochain. Mm. Bon, c'est pas la fin encore. On se reverra prochainement en tout cas. Merci Bobby, merci à toi Noëlla. Merci en tout cas d'être Merci à- venue et revenue Merci en à tout cas. vous trois. Merci Et pour ton merci accueil. Samantha parce que du coup, tu peux aussi apporter d'autres informations. Donc, merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bobby pour ces Minute mode. deux styles que je pourrais tester. Donc, je te dirai ce que ça donne. Hein. Même s'il y a des mots que j'ai pas trop compris. Et Oh, bah, ça, organza, je pourrais t'expliquer ça. c'est moderne ça. Organza. Non, là, ce qui vient de dire des coutures, Surpiqûre, surpiqûre en navy. Ouais. Bien vu, tu vois. Ouais, il me Bien fera un vu. petit lexique mode. Ouais, parce que j'ai pas compris. J'en ai besoin. Ouais. Ouais, non. En tout cas, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et de nouveaux invités. Salut! Salut. Au revoir tout le monde. Salut.